Philadelphia, au Mississippi, en 1964. Cette petite ville du Sud, ancrée dans la tradition, est le centre d'une invasion. À travers tout le sud des États-Unis, le racisme qui sévit sera bientôt remis en question, mais non sans un dernier combat. Au cours de cette lutte, 3 militants des droits civiques disparaîtront, attirant l'attention du monde entier sur cette population paisible aux secrets brûlants. Amen. Au début des années 60, les gens du Mississippi ne sont pas différents des gens d'ailleurs. Ils sont fiers de leur ville et de leur village. Ils croient fermement en leurs valeurs et répugnent au changement. Mais un vent nouveau s'apprête à souffler sur le Mississippi et ce vent vient du nord. À l'été 1964, 1000 étudiants d'universités du nord des États-Unis se préparent à aller au Mississippi pour encourager la population noire à voter. En juillet, le président Johnson s'apprête à signer un nouveau projet de loi sur les droits civiques. C'est en quelque sorte le début de la fin de l'oppression des Noirs. Mais des générations de haine ne peuvent être éliminées par une simple loi. Le mouvement estudiantin est mis sur pied par le COFO, le Conseil des organisations fédérales. Ce groupe réunit une kyrielle d'organisations vouées à la défense des droits civiques des Noirs. La mission a été nommée Summer Project ou Projet d'été. Joe Sullivan, alors agent du FBI, nous raconte. Très rapidement, les habitants de la région ont perçu cet événement comme étant l'invasion d'été du Mississippi. Ils étaient plutôt mécontents. C'est un peu la genèse du problème. Plus l'arrivée des étudiants approchait, plus la population locale était réfractaire. Pendant la journée, la vie suivait son cours normal, même si les gens chuchotaient entre eux à propos des mauvais moments à venir. Mais le soir, leurs mots se transformaient en gestes. C'est le moment que le Ku Klux Klan, l'empire invisible, choisissait pour créer des remous. Il ne resterait pas invisible pour très longtemps. Les activistes des droits civiques, qui recevaient leur entraînement dans l'Ohio, n'ignoraient pas qu'ils seraient mal accueillis, mais ils n'avaient pas la moindre idée de la réelle portée de leurs actes. Pour les membres du COFO, le Mississippi et son long passé de ségrégation et de racisme fanatique étaient la cible la plus difficile à atteindre qui soit. Mais ce serait également leur plus grande victoire. Bob Moses était l'un des organisateurs de Summer Project. Dans l'esprit de tous les Noirs, le Mississippi est le symbole même du racisme. Pendant que nous organisions la campagne, une question nous hantait. On pouvait passer la nouvelle loi des droits civiques si on le voulait, on pouvait changer des choses, mais à moins qu'il n'y ait de réels changements au Mississippi, on ne pourrait pas se débarrasser de l'infection du racisme, parce que son foyer était le Mississippi. 6 mois avant l'arrivée des étudiants sur place, Michael Schwerner, 24 ans, quitte à New York pour s'établir à Meridian, au Mississippi, pour mettre sur pied la base des opérations. Schwerner rencontra le pasteur de l'église méthodiste de Mount Zion de Longwood pour lui demander s'il acceptait de leur prêter l'église pour les réunions du COFO. La population noire de Longwood avait cohabité pacifiquement avec ses voisins de race blanche. Maintenant, elle était au centre d'une situation délicate. Le conseil de l'Église devait soupeser les pour et les contre, c'est-à-dire l'avancement des droits civiques ou bien d'éventuelles représailles pour la population noire.
Le conseil termina sa réunion sans en arriver à un accord. Mais le Ku Klux Klan allait prendre une décision à leur place. De nombreux membres de l'Église, dont des femmes, furent sauvagement battus. Plus tard, au cours de la soirée, l'église de Mount Zion fut incendiée. La police locale ne fit pas d'enquête, mais le FBI se pencha sur l'affaire. Les agents du FBI voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'infraction fédérale. Ils savaient bien qu'une fois les étudiants arrivés, l'été serait long et très chaud. Le dossier fut nommé Mississippi Burning. Les agents menèrent leur propre enquête, demandant aux membres de l'Église ce qu'ils avaient vu le soir de l'incendie. Les membres du Ku Klux Klan étaient masqués, mais des témoins se rappelaient avoir aperçu un homme à bord d'une camionnette portant un chapeau de shérif. Un représentant de la loi était donc vraisemblablement impliqué dans l'affaire. Cela n'avait rien de surprenant. Beaucoup de gens du Sud n'acceptaient pas la volonté du gouvernement fédéral de forcer l'intégration. Les autorités locales cherchaient souvent à maintenir la situation telle qu'elle. La tendance générale était de se méfier du gouvernement fédéral. La population s'opposait à toutes nos tentatives de changement. Ils nous percevaient comme des ennemis. Les Noirs n'étaient plus leurs seuls ennemis, le gouvernement fédéral l'était tout autant. Jim Ingram, qui est aujourd'hui membre de la commission de sécurité publique pour le Mississippi, était alors agent du FBI à Jackson dans les années 60. Au cours de cette période, c'était un travail très ingrat. Nous parcourions l'État. Nous pouvions nous trouver à Natchez ou à Philadelphia. Ou alors, nous étions à Hattiesburg, où nous enquêtions sur des crimes commis contre les habitants du Mississippi. Nous étions toujours loin des nôtres, et on nous envoyait des menaces. Nous trouvions des serpents dans nos boîtes aux lettres, par exemple. Il fallait toujours verrouiller les portières de notre voiture. On ne savait jamais ce qu'on allait y trouver en montant à bord. On nous menaçait également de s'en prendre à nous et à nos familles. Malgré toutes ces tentatives d'intimidation, le nombre d'agents du FBI allait bientôt être multiplié par 100 dans cet État. Michael Schwerner travaillait à l'installation du centre d'opération du COFO à Meridian au Mississippi avec sa femme Rita. James Cheney, un jeune plâtrier de 20 ans, se joignit à eux. Cheney était né à Meridian. Il connaissait la façon de vivre et le climat politique de la région. Michael Schwerner, 24 ans, était un jeune homme de tendance libérale du Bronx. Il avait obtenu sa licence en sciences sociales d'une grande université. Ses antécédents étaient fort différents de ceux de Cheney, et pourtant les deux jeunes hommes partageaient les mêmes objectifs. Les amis de Schwerner l'appelaient Mickey, un diminutif qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre à l'extérieur du bureau. La population de la ville, et je me réfère surtout aux membres du clan, l'appelait le bouc parce qu'il portait une barbiche. Il disait qu'il était le diable. Bientôt, Andrew Goodman, 20 ans, se joignit à Schwerner et Cheney. Ce bénévole était originaire de Queens, dans l'État de New York, et il avait terminé son entraînement seulement une semaine plus tôt dans l'Ohio. Rita Schwerner retourna à New York pendant que les trois hommes et d'autres bénévoles préparaient l'accueil du premier groupe de 200 travailleurs sociaux originaires du Nord. La première vague de l'invasion devait arriver le 21 juin 1964. Ce matin-là, Schwerner, Cheney et Goodman se rendirent en voiture à Longwood, à 56 km de Meridian. Ils devaient y rencontrer des membres de l'église de Mount Zion pour discuter de l'incendie qui avait eu lieu 5 jours plus tôt. Cheney, qui connaissait le secteur, prendrait le volant. Ils étaient en quelque sorte l'avant-garde de cette marche pour la paix, et ils n'étaient pas sans savoir que le danger les guettait. Ils s'en tenaient à une consigne stricte: ne pas quitter l'autoroute, coopérer avec les autorités et ne jamais voyager de nuit. Ils avaient prévu rentrer au cours de l'après-midi.
Schwerner demanda à ses employés d'appeler le bureau du COFO à Jackson si jamais il n'avait pas de ses nouvelles avant 16 heures. Il n'appela jamais. Les membres du COFO avisèrent le FBI lorsqu'ils constatèrent que Mickey Schwerner n'avait pas appelé au bureau tel que prévu. Les agents se mirent en contact avec les autorités de la région pour savoir si quelqu'un avait aperçu Schwerner, Cheney et Goodman. Il y avait une piste. Selon le shérif adjoint Cecil Price de Neshoba County, le trio rentrait de Longwood quand il leur avait demandé de se ranger près de Philadelphia, à 60 km de Meridian. Il les avait conduits à la prison du comté de Philadelphia. Cheney avait été mis en détention pour excès de vitesse. Les deux autres hommes étaient détenus à cause de leur rapport avec l'incendie de l'église de Mount Zion. Cheney fut enfermé dans une cellule destinée aux prisonniers noirs. Quant à Schwerner et Goodman, ils partageaient une autre cellule. Ils n'eurent l'autorisation de téléphoner qu'à la fin de la journée, soit quelques heures après 16 heures, heure à laquelle ils avaient convenu d'appeler le COFO. Selon une autre personne qui partageait leur cellule, lorsque la femme du geôlier dit à Schwerner qu'il pouvait faire un appel à frais virés, il refusa son offre. Personne ne sut jamais pourquoi. Finalement, Schwerner paya la caution de $20 de Cheney et l'agent Price libéra les hommes. Il était alors 22h30. On ignorait ce qui avait pu leur arriver ensuite. L'agent Sullivan craignait pour la vie des 3 militants dans l'affaire du Mississippi Burning. Il soupçonnait qu'ils n'avaient pas simplement été libérés de prison, mais qu'ils avaient vraisemblablement été livrés aux membres du Ku Klux Klan. C'était le genre de crime auquel j'étais habitué. On emprisonne un individu, et puis on le livre plutôt que de vraiment le libérer. J'étais habitué à cette façon de procéder, et j'étais à peu près sûr que c'était ce qui s'était produit. Le point de départ de l'enquête était le shérif adjoint Price, la dernière personne à avoir vu Schwerner, Cheney et Goodman. Ce dernier s'en tint à la même version. Il les avait libérés vers 22h30, mais ne pouvait pas rendre compte de ses propres allées et venues à lui au cours de l'heure suivante. Joe Sullivan avait été dépêché de Memphis pour mener cette enquête. C'était la seule piste et elle était bien mince. Le bureau du shérif était complice, j'en étais convaincu. Mais je n'avais aucune preuve. Tout ce que je savais, c'était que ce n'était pas la première fois qu'une situation de ce genre se produisait. J'ai commencé dès lors à faire attention à l'information que je révélais selon la personne à qui je m'adressais. Les agents du FBI se mirent à la recherche des 3 jeunes hommes. Personne ne les avait vus, du moins c'est ce qu'on disait. Puis, le 23 juin, 2 jours après leur disparition, on retrouva leur véhicule. Deux Indiens Choctaw d'une réserve indienne voisine avaient aperçu leur véhicule en flammes le lendemain soir. La voiture avait été incendiée dans un marécage appelé Bog Chitto, à seulement 20 mètres de l'autoroute près de Philadelphia. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'il ne s'agissait pas d'un événement anodin, ils appelèrent le FBI. L'agent spécial Jay Cochran de Washington fut dépêché sur les lieux. Cet expert en armes à feu et en explosifs avait déjà une longue expérience des conflits reliés à la cause des droits civiques. En apercevant la voiture, il savait qu'il aurait du mal à trouver des indices. Par l'examen du véhicule incendié, nous tentions de retrouver des restes humains. Nous cherchions aussi un indice qui nous aurait aidé à savoir ce qui était arrivé à ces militants des droits civiques.
La voiture était trop endommagée pour fournir la moindre information. Mais tout près, quelque chose donnait à espérer. C'était une montre et les clés d'une voiture. On établit que c'était la montre de Schwerner. Elle s'était arrêtée à 12h45. La nouvelle de cette découverte se propagea comme une traînée de poudre. Le véhicule venait à peine d'être découvert que la nouvelle circulait déjà sur le téléx de la police et la radio, etc., etc. Nous nous sommes retrouvés avec une foule de curieux à Bogchito et cela nous rendait la situation difficile. La découverte n'allait pas à l'encontre de l'hypothèse d'un coup monté. Mais pour les enquêteurs, il n'y avait guère d'espoir de retrouver ces hommes vivants. Dès le début, nous savions que nous ne quitterions pas les lieux avant d'avoir retrouvé les corps. Hoover ne l'aurait pas toléré, le public non plus. Nous devions retrouver ces corps, peu importe le temps requis. À l'été, l'invasion d'étudiants commença. Les yeux du monde entier se rivèrent sur le Mississippi. À Neshoba County, le shérif adjoint Price et son supérieur Lawrence Rainey refusaient de parler aux journalistes. Pour eux, la disparition de 3 militants des droits civiques ne méritait pas toute cette attention. Les recherches se poursuivaient. « 400 marins de la base aéronavale de Meridian étaient de service. Ils se relayaient les uns les autres. Ils fouillaient dans les bois et les cours d'eau. Les agents du FBI apprirent alors que le corps d'un homme de race noire avait été repêché dans le fleuve Mississippi, près de Vicksburg. Ils se rendirent sur les lieux pour enquêter à ce sujet. Vicksburg était à 225 km de distance, mais il était possible que le corps de Cheney ait été emporté par le courant. C'était leur seule piste. Nous avons alors découvert que ce n'était pas le cadavre d'un des militants des droits civiques, mais plutôt la victime d'un lynchage du Ku Klux Klan. Ce ne serait pas la seule fausse piste au cours de cet été. On retrouva d'autres victimes de lynchage. Certaines de ces disparitions n'avaient jamais été signalées parce que dans ces secteurs, le Ku Klux Klan faisait la loi. La priorité du FBI était de retrouver les 3 militants, même si son but ultime était de démanteler le Ku Klux Klan. Pendant que les étudiants poursuivaient leur travail, la chaleur torride du Mississippi échauffait les esprits. Les activités du Ku Klux Klan s'intensifièrent. Au cours de cet été, plus de 60 églises, commerces et maisons appartenant à des Noirs furent incendiées. Et ce n'était que le début. J'ai vu cette violence, ces tueries. J'ai vu des gens sans toit à cause des incendies. J'ai vu des églises brûlées en pleine nuit et des vies perdues absolument pour rien. J'ai vu tous ces crimes commis par un groupe de personnes convaincues d'avoir raison. Afin de réduire l'emprise du Ku Klux Klan sur le Sud, le président Johnson donna au FBI l'autorisation d'ouvrir un nouveau bureau à Jackson, au Mississippi, 3 semaines après la disparition des 3 militants. Pendant que certains agents continuaient de faire des fouilles dans le marécage, d'autres frappaient aux portes pour trouver des pistes. La population était polie, mais ne coopérait pas. La stratégie du FBI était de diviser pour mieux conquérir. Des agents participaient au rallye du Ku Klux Klan, prenaient des photos, notaient les numéros des plaques d'immatriculation, jusqu'à ce qu'on finisse par leur demander de quitter les lieux. Heureusement, ils avaient eu le temps de recueillir les informations qu'ils voulaient. Quand on rencontrait de nouveau certaines personnes, elles nous assuraient qu'elles ne faisaient pas partie du clan. Oui, mais pourquoi étiez-vous à l'une de leurs réunions si vous n'en faites pas partie? Saviez-vous qu'ils ont fait exploser une église? Saviez-vous qu'ils ont détruit une école où l'on tentait de mettre un terme à la ségrégation raciale? Est-ce que c'est également votre façon de voir les choses? La plupart nous répondaient que non.
Le fait d'aller à ces rencontres nous permettait d'en décourager plusieurs. Certains ne s'y rendaient plus parce qu'ils craignaient qu'on leur rendrait ensuite visite. D'autres personnes étaient plus difficiles à convaincre. On assigna des agents à chacun des membres du clan pour les surveiller. Si un acte quelconque de violence avait lieu, l'agent avait la responsabilité de communiquer avec le membre du clan dont il était responsable et l'interroger à ce sujet. Ils ont rapidement manifesté leur mécontentement de se faire réveiller à 3 heures du matin lorsqu'un crime avait été commis 4 comtés plus loin. Après un certain temps, leurs femmes nous ont demandé d'arrêter. Leurs enfants voulaient aussi qu'on cesse de les harceler. C'est alors que nous avons pu ouvrir le dialogue et qu'ils ont compris qui nous étions. Nous nous appelions par nos prénoms. Bientôt, certains informateurs se manifestèrent. Certains d'entre eux étaient des épouses, d'autres des membres du Ku Klux Klan rongés par la culpabilité. Ils fournissaient des bribes d'informations à l'insu de leurs voisins. Pour encourager ces informateurs, des organismes des droits civiques et religieux débloquèrent des fonds pour les payer. Le voile de silence commençait enfin à se lever. Un informateur suggéra aux agents d'interroger un jeune homme du nom de Wilmer Fay Jones. Ce dernier avait 19 ans. Il vivait à Chicago. Il était parti brusquement de Philadelphia environ 3 semaines avant la disparition des hommes. Il n'était pas parti de son plein gré. Il déclara aux agents que ses problèmes avaient commencé le 1er juin. Il s'était rendu dans une bijouterie pour faire agrandir sa bague de graduation. La femme qui l'avait servi était plutôt hésitante, mais elle avait tout de même accepté de la réparer. Peu de temps après, il fut arrêté par le shérif Rainey et l'agent Price. Ils le mirent en détention, présumément pour avoir demandé à la jeune femme de sortir avec lui. On ne lui accorda pas la permission de téléphoner. Lorsqu'il fut enfin libéré, peu après minuit, un gang d'hommes l'attendait. Ils le saisirent et le forcèrent à monter dans une camionnette. Ses ravisseurs le conduisirent dans un endroit isolé. Ils tentèrent ensuite de le forcer à avouer qu'il avait fait des avances à la jeune femme. Wilmer Fay Jones jura qu'il n'avait rien fait. Les hommes étaient prêts à le tuer sur place. Puis l'un d'entre eux, qui se faisait appeler le pasteur, décida de l'épargner. Il dit à Jones de quitter la ville pour toujours, sinon il serait un homme mort. Jones monta à bord du premier autobus qui quittait la ville. Le récit de Wilmer Fay Jones apparaissait un peu comme le scénario probable de la disparition des 3 militants. Mais sans doute ces derniers n'avaient-ils pas eu autant de chance. Ils avaient été assassinés. Nous avions d'autres indices sur ce qui arrivait aux individus qui étaient mis en détention dans une prison, et puis sur la façon dont on se débarrassait d'eux. Si cela s'était produit une fois à Neshoba County, cela avait pu se produire à nouveau. Les agents croyaient que Jones pouvait les aider à retrouver le corps des 3 militants des droits civiques. Ils lui demandèrent de les conduire à l'endroit où le gang l'avait battu. Les recherches furent vaines. Entre-temps, Sullivan gagnait peu à peu la confiance d'un informateur éventuel. Cet informateur ne parlerait qu'à condition de rester dans l'anonymat le plus complet. Son identité n'est pas connue à ce jour, puisqu'on pourrait encore chercher à le tuer. On l'a surnommé Monsieur X. Le 31 juillet 1964, Monsieur X accepta enfin de s'ouvrir à l'agent Sullivan.
Après avoir échangé quelques banalités, je lui ai demandé s'il allait pouvoir révéler quelque chose de significatif. Il m'a dit qu'il pensait savoir où se trouvaient les corps. Je lui ai demandé de me dire où. Selon M. X, Goodman, Cheney et Schwerner avaient été enterrés sous une digue à Old Jolly Farm. Cette ferme appartenait à Olin Burridge, l'un des hommes les plus riches du comté. Les agents ne pouvaient s'y rendre immédiatement. Ils savaient que le Ku Klux Klan épiait leurs moindres mouvements. Ils ne voulaient pas qu'ils se doutent qu'un informateur leur avait donné cette piste. Ils obtinrent finalement le mandat de fouiller Old Jolly Farm. Sullivan envoya l'agent Cochran au site accompagné d'autres agents. En arrivant sur les lieux, ils constatèrent que les recherches ne pourraient se faire par de simples coups de pelle. La digue n'était pas encore terminée. Elle faisait 165 mètres de long, 6 mètres de haut et 3 mètres de large à son sommet. On pouvait présumer que les corps n'avaient pas été qu'enterrés, mais plutôt que la digue avait été érigée directement par-dessus eux. Les agents désiraient garder secret leurs travaux d'excavation, mais cela serait difficile. Ils devaient trouver un entrepreneur étranger qui disposait de la machinerie nécessaire pour déplacer la terre. Le 4 août, la machinerie était en place. On demanda à l'entrepreneur quelle était la meilleure façon d'enlever la terre. Cochrane lui a demandé à quel moment cette digue avait été construite, comment elle avait été faite, pourquoi elle avait cette forme, et combien de temps avait été requis pour l'ériger. Il m'a répondu, « Eh bien, vous savez assurément ce que vous recherchez. » Ce à quoi je n'ai pas répondu. En aucun moment au cours des pourparlers, nous n'avons dit clairement ni à l'équipe d'ouvriers ni au contremaître l'objet de nos recherches. Mais il eût fallu qu'ils aient été idiots pour ne pas savoir ce que nous cherchions. Le contremaître donna ensuite aux agents un coup rapide en construction de digues. Cochrane planta ensuite un bâton dans le sol pour indiquer à quel endroit il voulait qu'on commence les travaux d'excavation. Puis subitement, par un geste qui est devenu légendaire dans les annales du FBI, il changea d'avis. Cochrane a repris son bâton et pour une raison que son ange gardien est seul à connaître, il s'est déplacé de 5 mètres et il a replanté son bâton en disant « Creusez plutôt ici ». C'était là que se trouvaient les corps. Les travaux, qui avaient débuté à 8h30, progressaient lentement. À 14h45, la fosse faisait 4 mètres de profondeur. On pouvait déjà sentir l'odeur âcre de la mort. On abandonna la machinerie pour utiliser des outils de jardinage. À mesure que le jour avançait et que le soleil plombait, l'odeur devint plus puissante. Les mouches arrivèrent par centaines, comme pour confirmer la réussite des recherches. Peu après 15 heures, on retrouva le premier corps à environ 4 mètres de profondeur. On l'identifia grâce au contenu de son portefeuille. C'était Mickey Schwerner. Goodman fut ensuite déterré, puis Cheney. C'est très difficile à décrire. C'est l'image même de l'inhumanité de l'homme. Tuer des personnes sans raison valable. Les corps avaient été enterrés depuis plus d'1 mois. Il était donc impossible de déterminer immédiatement la cause de leur mort. On dépêcha le coroner. Il était accompagné du shérif adjoint Cecil Price. Ils sont arrivés sur les lieux comme si cela faisait partie des affaires courantes du shérif. Vous avez trouvé des corps? Très intéressant. Ils étaient plutôt désinvoltes. Price et le coroner sortirent les corps de la fosse pour les envoyer à l'hôpital de l'État à Jackson et les faire autopsier. C'est Cecil Price qui les a emportés. Je ne les ai pas aidés à le faire. Je laissais les autorités locales faire leur travail. C'était leur juridiction.
On ne pourrait donc pas nous accuser ensuite d'avoir semé la confusion ou trafiqué les indices. La présence sur les lieux du shérif adjoint était-elle l'exemple du retour du criminel sur la scène du crime? En tout cas, il ne laissa rien transparaître. Les yeux de tous les agents sur la scène étaient rivés sur Price. Je n'ai pas remarqué la moindre réaction émotive, et je crois que personne d'autre n'a remarqué quoi que ce soit non plus. On procéda à l'autopsie des corps à Jackson. Les 3 hommes avaient été tués par une arme à feu. Schwerner et Goodman avaient reçu un projectile, Cheney 3. On retira de la main droite de Goodman une substance dure qui ressemblait à de la roche. Indépendamment de ce qui était arrivé cette nuit-là, il semblait bien que la balle qu'avait reçue Goodman n'avait pas mis fin à son cauchemar. Nous avons fait analyser la substance par le laboratoire du FBI. C'était de l'argile. Sa composition était identique à celle du sol de la digue. Cela sous-entendait que Goodman était encore en vie au moment où on l'a enterré. Les projectiles recueillis à partir des victimes furent ensuite analysés au service balistique du FBI. La plupart des 5000 armes qui en constituent la collection sont des armes qui ont été confisquées lors de crimes. Le matériel de recherche a beaucoup évolué depuis 1964, mais le rôle des experts est resté le même. Prouver qu'une telle arme à feu a servi à tirer tel projectile. Aujourd'hui, les tirs d'essai sont sous la responsabilité du superviseur et agent spécial Paul Tangren. Lorsque la balle passe dans le canon, elle est soumise à des irrégularités. Ces irrégularités sont particulières à chaque arme à feu. La balle est alors marquée par le canon. C'est un peu comme l'empreinte digitale de l'arme. Les projectiles d'un crime sont examinés côte à côte avec ceux qui sont obtenus lors des tirs d'essai. S'ils ont été tirés avec la même arme à feu, les experts pourront voir le même motif se répéter d'un projectile à l'autre à l'aide d'un stéréoscope. A l'inverse, s'ils n'ont pas été tirés avec la même arme à feu, il n'y aura aucune correspondance. Il y a beaucoup de marques, mais peu d'entre elles sont identiques. C'est caractéristique de 2 projectiles tirés avec 2 armes à feu différentes, mais de même modèle. En ayant recours à des analyses similaires, le FBI en conclut que Cheney avait reçu des projectiles de calibre 38 de 2 armes à feu différentes. De plus, les résidus de poudre explosive indiquaient que les 3 hommes avaient été tués à bout portant. Le coût approximatif des balles qui avaient tué ces hommes s'élevait à 25 cents. Tout à coup, pour la population de Neshoba County, les 3 militants des droits civiques n'étaient plus les acteurs d'un coup monté. Ce fut un point tournant dans l'enquête. Les racistes n'acceptaient pas que des hommes blancs aient été assassinés. Selon l'agent Jim Ingram, le FBI ne fut plus perçu comme l'ennemi. Ils ont alors compris que les meurtriers étaient très violents. La situation s'est modifiée à notre avantage. Les gens voulaient nous aider, particulièrement ceux de la petite ville de Philadelphia. C'était étonnant de voir le nombre de gens nous dire « Écoutez, si ces tueurs sont parmi nous, nous voulons les trouver, les faire arrêter et condamner. » Le sergent Wallace Miller de la police de Meridian était un membre respecté du Ku Klux Klan qui estimait en avoir maintenant assez vu. Il voulait quitter le clan, mais le FBI le convainquit de rester. Maintenant, les agents disposaient d'une taupe. Il y avait enfin une brèche dans les murs de l'Empire invisible. Le sergent Miller prouva qu'il n'était pas impliqué dans les meurtres des 3 militants. Il aida le FBI en obtenant des informations de la part des autres membres du Ku Klux Klan. D'autres individus tels que lui commencèrent également à se manifester.
Personne ne savait que les autres membres parlaient. Les agents recueillaient les informations. À partir des interrogatoires de divers informateurs, le FBI dressa la liste des membres du Ku Klux Klan impliqués. Les mêmes noms revenaient sans cesse. Les meurtres avaient été planifiés par Sam Bowers, le grand sorcier des chevaliers blancs du Ku Klux Klan. Son bras droit était Edgar Killen. Il était apparemment le pasteur qui avait épargné la vie de Wilmer Faye Jones. Les informateurs nous donnaient des renseignements de première main. Les individus qui avaient été impliqués dans les meurtres ont même accepté de signer des aveux. Les aveux menèrent à d'autres aveux. Lentement se dessinaient les événements qui avaient eu lieu. Le plan était d'une simplicité redoutable. Pendant que Schwerner, Goodman et Cheney étaient en détention, le shérif adjoint Price avait appelé le pasteur Killen, qui était alors venu avec d'autres membres du clan. Ils avaient fait le plein d'essence, chargé leur arme à feu et attendu que les trois hommes soient libérés pour mettre à exécution le plan de leur grand sorcier. Les militants furent remis en liberté à 22h30. Le clan les attendait. Tout près de Philadelphia, les militants remarquèrent dans leur rétroviseur des phares qui se rapprochaient rapidement. Ils accélérèrent jusqu'à 160 km/h pour leur échapper. L'un des trois véhicules eut des ratés. La voiture du shérif adjoint Price était l'une des deux autres voitures. Il alluma son gyrophare. Cheney rangea la voiture le long de la route. Price saisit Cheney et le sortit de la voiture. Schwerner et Goodman furent escortés jusqu'à l'arrière de la voiture de police. Alors que Cheney se préparait à les suivre, Price lui asséna un coup de matraque et le poussa dans la voiture. Ils reprirent l'autoroute 19. Un des membres du clan conduisait la voiture des victimes. Les meurtres furent commis sans autre forme de procès. Schwerner fut tué le premier. Les voitures s'étaient arrêtées sur une secondaire. On sortit Schwerner de la voiture, on le retourna et on lui tira une balle à bout portant. Goodman fut tué de la même façon. Les membres du clan se gardaient Cheney pour la fin. Il fut tué par deux hommes. Leurs corps furent ensuite remis dans leur véhicule. On les conduisit à Old Jolly Farm, où l'opérateur du bulldozer attendait dans l'obscurité, prêt à enterrer les corps sous 4 mètres d'argile.
Puis on conduisit le véhicule des victimes dans les marais, on y versa de l'essence et on y mit le feu. Le 25 novembre, le FBI annonça connaître l'identité de ceux qui avaient tué les 3 militants. Aux États-Unis, les accusations de meurtre sont cependant sous la juridiction de l'État et non du fédéral. Le FBI pouvait seulement faire accuser les membres d'avoir violé les droits civiques des 3 victimes. Il était peu probable que l'État du Mississippi procède à des accusations de meurtre. Plus de 5 mois plus tard, 19 hommes furent accusés de forfaiture, de complot en vue d'opprimer et d'intimider les militants et de les empêcher d'exercer leurs droits constitutionnels. 2 autres hommes furent accusés de complicité car ils savaient que les meurtres devaient se produire. Tous payèrent leur caution et furent libérés. On fixa au 10 décembre l'audience préliminaire. On se rendait compte de l'envergure des indices que nous avions recueillis. Les photos de la digue, des corps, les photos de l'autopsie, le véhicule incendié, etc., etc. Nous disposions d'une énorme quantité de preuves matérielles, de preuves indirectes qui corroboraient les aveux que nous avions obtenus. C'était une enquête impressionnante et nous avons eu la chance d'avoir dans notre équipe 2 procureurs hors du commun. Nous croyions qu'il serait impossible de discréditer nos preuves, mais nous savions également que le Mississippi traversait une période tumultueuse et n'aimait pas ce que nous avions fait. Le procès alla mal dès le début. Lors de l'audience préliminaire, le juge refusa les témoignages écrits. Le gouvernement fit pression et le 11 janvier, un grand jury déclara coupable 18 hommes, dont le shérif Rainey et son adjoint Price. Malheureusement, le chef d'accusation retenu n'était plus un crime de forfaiture, mais un simple délit. L'affaire traîna jusqu'en 1966, lorsque la Cour suprême des États-Unis établit enfin qu'il y avait eu forfaiture. 3 ans après les meurtres, soit le 9 octobre 1967, on tint un procès à la Cour fédérale de Meridian. Pendant 10 jours, la nation attendit le verdict. Mais il n'y en eut point. Le jury n'arriva pas à faire l'unanimité. Immédiatement, les gens qui se trouvaient dans la salle d'audience de Meridian se sont mis à rire, à se serrer dans leurs bras en disant qu'ils avaient gagné, puisque le jury n'était pas arrivé à un verdict. Le juge leur a alors dit que ce n'était pas le cas, que le jury devait poursuivre les délibérations. Le jury retourna donc en délibération. Le lendemain matin, le 20 octobre 1967, ils étaient enfin arrivés à un verdict. Des 18 hommes accusés, 8 hommes, dont le grand sorcier Sam Bowers et le shérif adjoint Cecil Price, furent trouvés coupables d'avoir violé les droits civiques des 3 militants. 3 ans s'étaient écoulés depuis les meurtres. Justice était enfin rendue, mais le prix de cette justice était dérisoire. Bowers reçut la sentence la plus sévère, seulement 10 ans d'emprisonnement. Cecil Price fut condamné à 6 ans d'emprisonnement et le shérif Rainey et le pasteur furent tous 2 acquittés. Aucun des hommes accusés ne fut poursuivi par l'État. La plupart d'entre eux vivent encore au Mississippi. Et bien qu'il ait été question de rouvrir le dossier, tous les indices ont été détruits il y a plusieurs années par ordre de la Cour. La haine qui divisait la nation ne disparut pas facilement. Selon le militant Bob Moses, les événements du Mississippi marquaient cependant le début de changements importants. Ce qui a changé au Mississippi, c'est qu'avant les années 60, cet État était à part du reste du pays. On n'hésitait pas à y défier la loi pour maintenir cet apartheid. Maintenant, la loi y est respectée, comme dans le reste du pays.
Le Mississippi est devenu un État comme les autres. Des dons ont permis de reconstruire l'église de Mount Zion. C'est devenu un lieu de pèlerinage en l'honneur des 3 hommes qui sont venus ici en espérant changer les choses et qui ont réussi, mais d'une façon qu'ils n'avaient guère prévue. Mickey Schwerner et Andrew Goodman ont été inhumés à New York. Quant à James Cheney, sa tombe se trouve dans les collines à l'extérieur de Meridian. Elle est marquée de graffitis laissés là par des vandales.